Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile. Un mois de compétition, passage du Cap Lewin hier, bientôt passage dans l'océan Pacifique. J'étais un petit peu présomptueux hier parce que c'est vrai que normalement l'océan Pacifique commence après la Tasmanie. Mais on est dans la fin de cet océan Indien. Après le passage du Cap Lewin, on parlera également de Charlie Dalin. On va parler également d'Arnaud Boissière, parce qu'on me l'a dit dans les commentaires qu'on voulait que je parle d'Arnaud Boissière. Je vais parler d'Arnaud Boissière, d'Isabelle Yoshke par exemple, dont je parle assez peu ces derniers jours. Enfin voilà, voilà, beaucoup de choses à dire en perspective dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur les 24 dernières heures. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ça me permet également de me soutenir, car plus vous cliquez rapidement sur une notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Je rappelle que demain, vidéo qui sera en ligne, je pense, vers 16h30, 17h. Et je pense que ça sera le cas jusqu'en fin de semaine, parce que demain, je ne suis pas disponible le matin. Et ensuite, eh bien, on a le biathlon. Donc, je pense que vous attendez pas à voir les vidéo avant 17h, je pense, pour des questions d'organisation avec le biathlon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Pas grand-chose d'autre. Si vous voulez faire un super funk, vous pouvez faire un super funk, c'est seulement si vous en avez les moyens. Et on commence tout de suite. Et oui, il y a des E dans cette vidéo. Je commence avec la météo. Et vous voyez que Charlie Dalin est dans l'arrière d'une dépression. Donc là, vous avez la dépression, hop hop hop, qui commence à continuer et qui part vers la Nouvelle-Zélande. Là, vous avez Charlie Dalin. Vous voyez que derrière, on a une sorte de queue de dépression qui est ici, qui à l'intérieur, on retrouve Paul Meillat, on retrouve Bestaven, on retrouve également Johan Richomme. Derrière, dans la zone de Molle, vous avez le groupe Boris Herrmann. Et dans la dépression suivante, vous avez le groupe Benjamin Dutreux. Dans les heures à venir, ce qui va se passer, c'est que la queue de la dépression va un peu se séparer en deux avec le reste de la dépression, ce qui fait qu'on risque d'avoir un Charlie Dalin qui va se retrouver dans une zone de Molle, dans une 5-8 heures. Donc ça pourrait permettre à Johan Richomme et Thomas Ruyant de revenir, et surtout à Sébastien Simon. Derrière, vous voyez que le groupe Jérémy Bayou, lui, va se retrouver dans une énorme zone de Molle, ici, enfin une zone avec beaucoup moins de vent, et qui vont devoir attendre la dépression suivante qui sera à ce moment-là en train de passer sur le groupe Boris Herrmann. Et dans 24 heures, eh bien, on sera dans une situation assez intéressante pour Charlie Dalin. Sébastien Simon, Johan Richomme, eux, il va falloir quand même pas mal cravacher dans les heures à venir. Thomas Ruyant, j'ai peur que ça soit un petit peu court. Ça sera court également pour le groupe Jérémy Bayou, Bestaven, Goodchild, qui, lui, risque vraiment de retomber dans une zone de Molle. Donc, on devra avoir dans les heures à venir un Charlie Dalin, Johan Richomme, Sébastien Simon, qui vont un petit peu s'échapper par rapport au reste du top 10, qui pourrait même voir peut-être un Boris Herrmann, Justine Métro, Clarisse Kremer, un petit peu se rapprocher d'eux, et ça pourrait peut-être plutôt revenir de l'arrière. On continue dans la météo des 24 prochaines heures, donc vous voyez qu'en ce moment, hop là, Benjamin Dutreux sont dans pas mal de vent, c'est le cas pour Pip Air et pour Romain Attanasio. Ça va un petit peu se calmer dans les heures à venir pour eux. Mais en fait, eux, la zone de transition elle va être très courte parce qu'il va y avoir très vite une autre dépression qui arrive. Dépression qui est en ce moment sur les bateaux à dérive droite, enfin, qui commence à arriver sur les bateaux à dérive droite et qui va vraiment être sur les bateaux à dérive droite dans 24 heures. Et eux, ils seront en avant de cette dépression, donc ils seront dans une situation idéale. Il faudra se méfier notamment demain des moyennes de Damien Seguin, qui pourra avoir des très belles moyennes, avec une route quasiment directe vers ici, c'est-à-dire sans faire énormément de manœuvres. Et ça, c'est l'idéal. Pour les bateaux de l'arrière-garde, on va dire, eh bien là, il va falloir jouer avec cette zone de Molle, donc essayer de descendre sud, ce qui ne va pas être évident. Ce qui va être intéressant également, c'est de voir la stratégie de Cornic, de Guéret Soudé, de Louis Duc, qui ont décidé de partir plein sud. C'est le cas également de Tanguy Le Turquet, mais j'ai peur que Tanguy Le Turquet, comme dans les dépressions précédentes, se retrouve au pire endroit de la carte, donc dans des mers vraiment très costauds, très formés, parce que vous voyez que là, leur objectif à eux, c'est d'aller vers les Kerguelen. Pourquoi ?
zone un petit peu plus calme, mais avec quand même pas mal de vent. Donc éviter la zone de fort vent et aller vers les Kerguelen très vite. Donc on va voir si demain le classement au niveau des bateaux à dérive droite va pas être modifié, parce qu'on voit que ça va être compliqué pour les bateaux comme Jean Le Cam qui sont quand même extrêmement nord. Il va falloir à un moment descendre un petit peu plus sud, et les bateaux qui sont déjà sud, eux, vont peut-être être avantagés par cette situation météo. Et du côté de notre ami Salboge Verès, eh bien là, il est empêtré dans un anticyclone, hein. Il est au pire endroit. Alors vraiment là, il s'est empêtré dans cet anticyclone, il va se retrouver extrêmement loin. Je ne sais plus quel était l'écart de Sébastien Destrumeaux par rapport à la tête de flotte en 2016. Tiens, hop, on va regarder ça tout de suite. Vendée Globe 2016. Vendée Globe 2016-2017 avec Destrumeaux qui était arrivé dernier, pour ceux qui se souviennent. J'aurais bien aimé savoir s'il y avait un écart pour Destrumeaux de 1000, mais je ne pense pas. Destrumeaux, il est arrivé avec 50 jours de retard à l'époque. Donc il s'était retrouvé hyper loin. Donc ça avait été extrêmement difficile pour lui. Et j'ai pas d'informations sur ça. Donc mais Destrumeaux, il avait fini avec 50 jours de retard. Là, je crois que Salboge Verès, il est bien parti dans l'affaire, parce que pour le moment, il y a un retard qui est phénoménal. Pour le moment. Donc ça fait beaucoup. Et Sébastien Destrumeaux, il avait fait combien? En record en 24 heures, il avait fait 335 000. Voilà. Mais Salboge Verès, il n'a pas fait beaucoup plus, hein, quand on regarde. Donc je pense que l'écart va être phénoménal dans les heures à venir. Bon, on passe au problème des concurrents, aux petites informations. Première grosse information, c'est pour Piper. On va commencer avec Piper. Piper, qu'est-ce qui lui arrive? Problème de cloison, fissure dans une des cloisons à l'avant du bateau. Alors il faut savoir que dans les bateaux, vous avez des cloisons, notamment des cloisons qui sont importantes, parce qu'il y a des cloisons réglementaires en termes de sécurité. C'est-à-dire que vous avez des cloisons qui servent véritablement à ce que certaines zones soient étanches. Bien entendu, ça ne marche pas toujours. On se réfère un petit peu à ce qui s'était passé pour Kevin Escoffier, mais normalement, en cas que le bateau se retourne, par exemple, se mette à l'envers, il y a des zones étanches, notamment à l'intérieur du cockpit. Donc là, et il y a aussi des cloisons qui servent pour rigidifier le bateau. C'est très important pour éviter qu'il y ait des perturbations au niveau structurel. Bien entendu, quand vous prenez énormément de vagues, quand vous prenez beaucoup de vent et des gros creux, c'est un petit peu un problème. Si on regarde un petit peu hier où se situait Pipe Air, pour ceux qui ne se rappellent pas, elle était dans une zone avec beaucoup de vent hier vers 11h. Voilà, l'information a été donnée vers 11h30 et vous voyez, elle était dans une situation avec 27-29 nœuds de vent et surtout avec pas mal de mer. 4 mètres, 4 mètres, 5 mètres de mer. Et les jours précédents, c'était également le cas pour Piper. Hein, si on voit, elle a été vraiment dans une dépression assez forte. Donc, ce qui fait que forcément, elle s'est retrouvée avec beaucoup de mer et ça a un peu fragilisé les cloisons. Pas de problème. Du côté de Pipe Air, elle a le matériel pour faire de la stratification. Le problème, c'est qu'elle attend une situation un petit peu plus calme désormais pour pouvoir faire ses réparations, ce qui pourrait peut-être venir dans les heures à venir pour Pipe Air. On poursuit, ça va pas vouloir s'afficher, voilà, hop. On poursuit avec Sébastien Marcet. Sébastien Marcet qui est dans la bagarre avec les bateaux à dérive droite. Grosse bagarre dans les bateaux à dérive droite pour le moment, parce qu'il n'est pas très loin encore une fois de Jean Le Cam. Il va en plus un petit peu plus vite en ce moment que Jean Le Cam. Sébastien Marcet qui hier était malade, mais qui avait fait quand même une très belle journée, qui a décidé de passer son bateau en mode hiver. Il a fait un petit peu du camping hier, Sébastien Marcet, il l'a montré en vidéo. Notamment, il a changé son matelas, il a mis une bâche de protection pour éviter qu'il y ait le vent qui rentre et trop d'eau qui rentre dans le bateau. Donc voilà, il a fait pas mal de petites modifications pendant la journée, surtout que la veille, il était tombé malade.
Et puis, il a eu le malheur, aux sorties d'une sieste, de se retrouver face à un bateau de pêche. En fait, il a dit sur l'AIS, ça marquait tanker. Donc lui, il s'est dit tanker, bon, ça va, ça doit passer. C'est un bateau voilà, qui transporte de l'essence. Voilà, c'est des gros cargos, donc normalement, ça doit passer. Sauf que, ensuite, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il contacte le bateau, il dit, vous pêchez, mais vous êtes marqué tanker sur l'AIS. Et non, c'était un bateau de pêche. Donc un bateau de pêche, c'était moins facile, et surtout le problème des bateaux de pêche, c'est les filets, et il s'est pris le filet en pleine quille. Heureusement pour lui, ça s'est défait de la quille. Alors il pense qu'il y a peut-être encore des petits bouts dans la quille, mais vraiment il a réussi à tout défaire de ce qu'il y avait dans la quille, parce que le bateau à un moment n'était plus manœuvrable. Il disait la barre était extrêmement lourde, et donc il a eu peur d'être obligé de faire une énorme marche arrière pour essayer que tout soit enlevé de la quille, ce qui prend du temps parce que c'est pas une manœuvre évidente et ça vous fait perdre beaucoup de temps, ça peut vous faire perdre 1 heure, 1 heure et demie, ce genre d'affaires. Louis Duc, lui, a eu un problème de hook de grand voile désormais réglé. Il a dû descendre entièrement sa grand voile. En fait, le hook était coincé. Donc ça ne permettait plus de descendre rapidement la grand voile. Heureusement, il a réussi à réparer. Donc problème corrigé pour Louis Duc qui est dans une zone plein sud avec pas mal de vent. Mais ça avance plutôt pas mal quand même pour Louis Duc aujourd'hui. Hier c'était un petit peu plus compliqué avec toujours pas mal de mer pour Louis Duc depuis 4-5 jours. Il disait que c'est quand même des conditions de vie qui sont pas évidentes. Où on est obligé de marcher à 4 pattes, se tenir un petit peu partout dans le bateau. Donc c'est pas forcément évident. Du côté de Tanguy le Turquet, on remonte un petit peu dans le classement. Tanguy, il est 21e pour le moment, Tanguy le Turquet. Très belle journée hier de Tanguy le Turquet. Malgré un petit souci technique, je rappelle la veille, il avait cassé sa mule, une ouate de tempête. Eh bien, il a cassé, fissuré un petit peu son J2 sur le haut du J2. Il y a une déchirure, il va falloir donc réparer, sauf qu'il va être obligé de monter. Pourquoi? Le J2 est une voile à poste. Il y a des voiles qui restent en fait tout le temps à poste, c'est-à-dire elles sont repliées, mais elles sont repliées à l'extérieur. C'est des voiles qui ne rentrent pas dans la soute à voile. Ces voiles-là, il y a quelques voiles comme ça sur le bateau qui ne rentrent pas dans la soute à voile. Pourquoi? Parce que c'est des voiles qui servent également à la structure du bateau et notamment à maintenir le mât en place, qui permettent d'éviter que le mât bouge dans tous les sens. Donc c'est des voiles qui participent vraiment à la structure du bateau. Et donc pour les réparer, ces voiles-là, c'est très compliqué parce que vous ne pouvez pas la mettre sur le pont au risque de casser le mât. Donc il faut les réparer hissées. Sauf que pour réparer une voile hissée, alors il l'a fait dans l'Atlantique Sud, ça allait. Sauf que réparer une voile hissée dans 4 mètres de mer avec 25 nœuds de vent, là ça devient plus la même affaire. Donc il est obligé d'attendre pour le moment et il est un petit peu dans une impasse. Et comparer ça à une situation avec un Sudoku niveau 15. Faut trouver la solution, on disait, la solution est là, mais elle n'est pas facile à trouver. Violette d'Orange, elle a un problème peut-être un petit peu plus terre à terre, Violette d'Orange. Souci de musique. Faut savoir que les concurrents sur un Vendée Globe, ils téléchargent du contenu, soit vidéo, du contenu audio, pas mal de podcasts, mais aussi de la musique. Car les connexions internet, même s'ils passent avec désormais Elon Musk, avec Starlink, ce qui est quand même mieux qu'auparavant, parce qu'il y a encore 4 ans ou il y a encore 8 ans, c'était des connexions qui étaient bien plus difficiles, avec des prix de connexion qui coûtaient 10 000 € pour avoir juste ses mails. Donc maintenant, c'est vrai qu'à Starlink, c'est un petit peu avantageux, mais on est quand même au milieu de rien. Donc en termes de vitesse de connexion, c'est quand même pas foufou. Et le problème de Violette d'Orange, c'est qu'elle avait donc téléchargé toutes ses musiques et qu'elle a plus ses musiques. Elle ne sait pas pourquoi, ça a tout disparu. Est-ce qu'elle n'a pas payé l'abonnement 10 heures? On ne sait pas. Du côté de Violette d'Orange, mais elle a plus ses musiques. Bon, c'est un problème un peu terre à terre, mais c'est vrai qu'au niveau du moral, c'est pas l'idéal. Parce que quand vous avez prévu des musiques, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas prévu de livres à l'intérieur du bateau. Vous n'avez peut-être pas prévu non plus 150 000 podcasts. Ça veut dire qu'il va peut-être vous manquer un petit peu de divertissement à certains moments quand les journées sont difficiles et quand vous ne pouvez pas aller sur le pont du bateau pour changer les voiles. Donc ça peut être vraiment difficile au niveau mental et ça va renforcer encore plus la solitude de Violette d'Orange sur son bateau.
On continue avec Alan Roura. Alan Roura, le concurrent de Hublot, qui a fait son record de vitesse sur un bateau. 37 nœuds, je crois, du côté d'Alan Roura, sous pilote automatique, je le disais, parce qu'il était en train de réparer Alan Roura. Il a cassé son lit, donc il essayait de réparer. Il a fait une solution, on va dire, pour le moment, il a réussi à bidouiller un truc, mais il faudra voir avec son équipe à terre s'il n'y a pas une solution un petit peu plus pérenne pour le futur. Et puis, on va parler de Jean Le Cam aussi, grosse sieste de Jean Le Cam. Jean Le Cam qui a dormi 3 heures, encore une fois une séance de coma pour Jean Le Cam. Il disait que bon, ça n'a pas été très intéressant pour sa course au niveau de la vitesse, parce qu'il disait qu'il n'avait pas du tout les bons réglages. Quand il s'est réveillé, voilà, il avait un bateau avec les ballastes pleins alors qu'il n'y avait plus de vent. Donc ce qui fait que ça avançait pas des masses du côté de Jean Le Cam. Mais ça montre que la course est difficile, que la course est intense, notamment du côté de la bataille des bateaux à des rives droites, parce que les écarts sont assez réduits pour le moment et que tout le monde est en pleine bagarre, même si en tête de course on est maintenant très loin de Jean Le Cam, quasiment 3000 milles d'écart, enfin 2750 plutôt. Malgré tout, Jean Le Cam, il reste en bagarre parce qu'il veut faire la meilleure place possible à l'arrivée, et dans cette bagarre à des bateaux à des rives droites, qui est assez intéressante, eh bien le skipper de Tout commence en Finistère, Armor Lux, eh bien, se repose assez peu. Et une fois qu'il a dormi, eh bien, il s'est fait une petite, des petits œufs brouillés du côté de Jean Le Cam avec sa poêle. Et puis il avait rempli son thermos. Il avait des Chris Prols, des chips. Donc l'idéal. Il faut savoir que Jean Le Cam est un fanat de Chris Prols. Parce que je me rappelle, il y a plus de 10 ans, quand il y avait quelques vidéos de bord à l'époque, ça doit être un fanat de Chris Prols. Les petits pains suédois. De toute façon, qu'est-ce qu'a fait la Suède dans sa vie? Abba, les Chris Prols, les Volvo et Ikea. Alors, Kojiro Shiraishi, c'est bien, elle est bien celle-là comme réflexion. Kojiro Shiraishi, lui, il a un petit problème, Kojiro. Déjà, il doit encore réparer des petits trucs, forcément. Parce qu'il avait été quand même pas mal embêté avec ses lattes de grand voile, donc ça veut dire qu'il a pris du retard sur des réparations de routine, on va dire, sur son bateau, parce qu'il y a toujours des points d'usure sur tous les bateaux, et puis surtout il est un petit peu fatigué, et quand il est fatigué, Kojiro, eh bien il a des aftes dans la bouche, et donc il avait du mal à parler, Kojiro, parce que voilà, il avait la bouche avec des aftes, et ça c'est toujours un petit peu chiant. C'est pas le problème le plus handicapant, mais c'est vrai que c'est comme choper un rhume. Ne plus avoir sa musique, ça énerve. Voilà. Et dans une course comme celle-là, il faut rester plutôt calme. Il ne faut pas perdre d'énergie non plus avec des choses qui vous énervent. Et des aftes dans la bouche, c'est chiant. C'est pas un truc hyper douloureux. Voilà, en termes de douleur, bon, les aftes, il y a pire que les aftes. Mais c'est chiant, c'est le truc chiant, les aftes. Et donc, pour Kojiro Shiraishi, il essayait de se reposer parce qu'il disait que c'était peut-être à cause de la fatigue qu'il avait ce problème d'aft. Et puis il devait réparer notamment sa chaise de table à cartes qui était cassée, voilà, du côté de Kojiro. Donc voilà, des réparations pour le skipper japonais. On revient sur Arnaud Boissière, comme prévu. On avait peu parlé d'Arnaud Boissière ces derniers jours. On va essayer de le retrouver au classement. 29e, Arnaud Boissière. Il fait une course qui était assez solide en début de parcours. C'est vrai que la descente de l'Atlantique était plutôt pas mal. Mais en fait, il a eu 2 problèmes, Arnaud Boissière, ce qui lui pourrissent un petit peu sa course. Premièrement, il a raté la dépression, qui a envoyé les concurrents, qui les a catapultés dans les mers du Sud. Et ça, c'est vrai que ça lui a fait perdre beaucoup de temps. Parce qu'il n'était pas très loin d'Isabelle Yoshke à ce moment-là. Et Isabelle Yoshke arrive à prendre cette dépression, pas lui. Donc il se prend avec un petit peu de retard. Mais encore une fois, comme on est revenu quand même sur Isabelle Yoshke, il pourrait être en ce moment dans le groupe Alan Roura et avec Jean Le Cam aussi. Donc il pourrait être dans ce groupe-là qui a des conditions de vent qui sont quand même pas mal. Le souci d'Arnaud Boissière, c'est qu'il a eu un problème sur une manœuvre. C'était il y a 4-5 jours, problème sur une manœuvre où il a notamment cassé une caméra. Et il a dû faire quelques réparations sur ce bateau à ce moment-là, parce que sa grand voile était complètement tombée quasiment sur le bateau, enfin sur la casquette du bateau. Et cette réparation-là, cette journée-là où il a dû réparer,
eh bien ça lui a fait perdre beaucoup de temps parce que c'est à partir de ce moment-là où Jean Le Cam, Alan Roura, Isabelle Yoshke se sont échappés et où lui il est resté un petit peu comme un con derrière, où il n'a pas pris cet autobus du vent et il s'est retrouvé dans une deuxième position et c'est dommage parce que là il se retrouve 29e alors qu'il fait une course qui est intéressante, mais encore une fois il a deux problèmes dans les circonstances de course qui font qu'il se retrouve loin. Une qui est due à une erreur de sa part sur une manœuvre, l'autre qui est due à un petit peu pas de chance sur les conditions de vent. Et c'est dommage parce que voilà, ça le fait reculer au classement, il se retrouve 29e alors qu'il pourrait être un petit peu plus haut s'il n'y avait pas eu ce problème dans cette manœuvre. Donc c'est dommage avec la Mickalim. Malgré tout, Arnaud Boissière, je rappelle que son objectif c'est de finir parce que c'est son 5e Vendée Globe et s'il le finit, ça serait le seul dans l'histoire à avoir réussi à finir 5 Vendée Globe d'affilée. Jean Le Cam n'a pas réussi notamment à faire ça, donc ce qui serait intéressant pour sa carrière, ça c'est clair et net à Arnaud Boissière. Et son meilleur résultat, ça reste toujours son premier Vendée Globe. Donc celui de 2008, où elle avait fini dans le top 10 du classement. À ce moment-là, Arnaud Boissière, je crois qu'il avait fini 7e ou 8e. C'était aussi une autre époque, parce que c'était une époque où on n'était pas 40 au départ, il y avait à peine 20 bateaux au départ. Aussi à cette époque-là, les temps ont bien changé désormais du côté de la voile et surtout du côté de la classe IMOCA. Isabelle Yoshke aussi, on en parle. Elle aussi, elle n'a pas eu de chance, Isabelle Yoshke, on va dire dans sa course, parce qu'elle pourrait être avec le groupe, on va dire, de Romain Attanasio. Son début de course lui coûte très cher. Le début de course de Isabelle Yoshke a été très compliqué. Dans les 2-3 premiers jours de course, elle était dans les toutes dernières positions. Il y a même un moment où elle s'est retrouvée dernière, Isabelle Yoshke. Et le retard qu'elle a pris là sur les Romain Attanasio et Benjamin Dutreux, c'est un retard qui lui a coûté très cher parce qu'elle n'a pas réussi à le rattraper dans la zone de molle, même si elle avait fait une belle course à ce moment-là, où elle était bien revenue de l'arrière, elle avait quand même un petit temps de décalage par rapport à Romain Attanasio, Benjamin Dutreux. Ensuite, il a fallu passer cette zone de molle. Elle, en plus, elle était plutôt sur la voie, sur la voie centrale, mais elle était plutôt sur la voie avec Alan Roura, donc il a fallu repasser un petit peu plus au centre. Et après, s'est retrouvé à l'arrière du côté de la dépression avec Louis Burton. Et avec son bateau qui date quand même de 2007, elle n'a pas réussi à garder longtemps la dépression qui a catapulté les leaders du côté des mers du Sud. Et ça lui a fait prendre pas mal de retard à Isabelle Yoshke. Et elle se retrouve dans le groupe d'Alan Roura. Lui, Alan Roura, son problème, c'est de s'être empêtré dans cette voie proche de la route idéale dans la zone de molle. Ça lui a coûté extrêmement cher. Il y a eu des journées où il a fait 100 000 en 24 heures. Et voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve un petit peu plus loin. Isabelle Yoshke, en ce moment, ça avance à 310 000 sur les 24 dernières heures. Bon, on regarde tout de suite les bateaux de tête. Pour le moment, avec Charlie Dalin. Et Charlie Dalin, il avance toujours extrêmement vite. C'est incroyable les vitesses qu'il arrive à faire avec ce Massif. On disait Massif, c'est une évolution en fait de Apivia, qui est en fait le bateau de Clarisse Kremer, qui était déjà un bateau performant. Charlie Dalin, il a quand même fini deuxième il y a 4 ans. Et pour pas grand chose par rapport à Bestaven, il y a 2 heures d'écart, je crois, à l'arrivée avec Bestaven. Donc on sait que Charlie Dalin, c'est pas n'importe qui dans le milieu de l'IMOCA, et lui il vient que pour la gagne. Je trouve qu'il est un petit peu dans la même optique que Armel Lecléache en 2016-2017, qui avait fait deuxième derrière François Gabard. C'était pas très loin de François Gabard à ce moment-là. Et le problème d'Armel Lecléache à ce moment-là, c'est qu'il était tombé sur plus fort que lui. Et donc quand il était reparti en 2016-2017 avec bateau Banque Populaire, c'était un bateau à foil alors que beaucoup n'avaient pas de bateau à foil à ce moment-là. Et bien du côté de Charlie Dalin, du côté d'Armel Lecléache plutôt, je vais y arriver parce que le chat a décidé d'être un petit peu énervé. Et bien Armel Lecléache, il venait que pour la gagne. C'est pareil pour Charlie Dalin, il ne vient que pour la gagne. Il s'est préparé pendant 4 ans que pour ça, ça a été son objectif. 4 ans qui n'ont pas été faciles non plus du côté de Charlie Dalin, parce qu'il y a eu un problème physique, ce qui fait qu'il ne peut pas faire la route du Rhum notamment, et qu'on se demandait à ce moment-là quel retard ça allait le faire prendre par rapport à son programme Vendée Globe. Mais ça fait depuis 4 ans qu'il ne pense qu'à ça. C'est son objectif tous les jours. Et lui, il ne pense qu'à la gagne. Et je pense que c'est ce qui fait que la mentalité est différente. Ce qui fait aussi qu'il a peut-être pris un petit peu plus de risques
que les autres. Et puis dans la conception de ce bateau massif, bah, comme son premier bateau marchait déjà bien, il a pris en fait ce qui marchait bien sur son précédent bateau et il en a fait juste une évolution. Il n'a pas été non plus sur des éléments hyper extrêmes dans la conception de son bateau par rapport à ce qu'a fait Charal, par rapport à ce qu'a fait Johan Richomme également dans la conception de la cellule de vie. Il a fait une évolution de son premier bateau. Et bah, pour l'instant, ça se passe très bien. Voilà pour Charlie Dalin. Avec des grosses vitesses, 467 000 sur les 24 dernières heures, 70 sur les 4 dernières. Si on regarde derrière, Johan Richomme, eh bien, il va un petit peu plus vite. Non, il va même moins vite encore, mais il va plus vite que Sébastien Simon. Sébastien Simon, 368 000 parcourus sur les 24 dernières heures, 83 sur les 4 dernières, alors que Johan Richomme en a fait 32 plus sur les 24 dernières heures. Donc ce qui fait que l'écart entre les deux s'est réduit. On va fixer Sébastien Simon sur la carte et on va regarder ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures. Nous étions hier, voilà, le 10 décembre, et vous voyez, l'écart était à ce moment-là de 150 000 entre les deux. Et au fur et à mesure, Johan Richomme a vraiment rattrapé son retard. Et vous voyez que là, pour le moment, il y a 100 000 d'écart, en sachant qu'il y a une manœuvre de décalage aussi, enfin un empannage de décalage, grosso modo, pour le moment. Un changement de cap. Thomas Ruyant, lui, bah, il n'est pas dans une bonne situation, Thomas Ruyant. 370 000 seulement de parcouru. Et en fait, c'est plutôt Jérémy Bayou, Nicolas Lunven qui sont en train de revenir sur lui pour la 4e place. Vous voyez, il y a 150 000 avec Jérémy Bayou, alors que l'écart hier était un petit peu plus important. Mais autant Jérémy Bayou a en fait assez peu perdu par rapport à Charlie Dalin, hein, vous voyez. Il a perdu 100 000, un truc comme ça. Ah si, il a quand même perdu. Oui, il a quand même perdu, puisqu'hier, 11h, il y avait 673 000. Donc il y avait 200 000 d'écart entre les deux. Hein, hier, entre Thomas Ruyant et Jérémy Bayou. Et là, désormais, hein, il y a 150 000. Donc il y a 50 000 qui ont disparu dans l'affaire. Donc là, c'est pas l'idéal. Et puis vous voyez ensuite Nicolas Lunven qui est juste derrière. Nicolas Lunven avec 445 000. Toujours encore une fois, hein, Jérémy Bayou qui va toujours un petit peu moins vite que Nicolas Lunven. Je m'excuse encore une fois. Le chaton a décidé d'aller dans la litière. Il était énervé, c'était pour ça. Et puis, Sam Goodchild, on retrouve Sam Goodchild, Paul Meillat. C'est Paul Meillat qui va vite dans ce groupe-là. 469 000 et Yannick Bestaven pas très loin en termes de vitesse. Et vous voyez que c'est les concurrents qui vont vite en 24 heures. Yannick Bestaven, sur les 4 dernières heures, pardon, va à 86 000 parcourus. Et Paul Meillat à 78 000. Et donc, quand vous regardez bien, du côté de Yannick Bestaven, eh bien, il a repris pas mal de retard sur les 2 derniers jours par rapport aux concurrents de tête. Parce que si on remonte hier à 11h, hier 11h, entre Bestaven et Goodchild, il y avait 100 000 à peu près, 90 000 d'écart. Et vous voyez que désormais, sur les 24 dernières heures, hop, 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 eh bien, il y a, 70 000, à peu près 80 000 d'écart. Donc, il a repris quand même 10 000, en sachant que c'est même un peu plus que ça, parce que lui, il est moins proche de l'océan, enfin de la zone d'exclusion antarctique que Sam Goodchild. C'est-à-dire que Sam Goodchild, au final, est plus proche du but, vu qu'il est plus proche de l'océan Antarctique, mais c'est pas forcément le plus proche, enfin il n'y a pas forcément le même écart au niveau du classement en réalité. L'écart est un petit peu moindre, parce que si on prend sur une tranche est-ouest, vous voyez que c'est plutôt une soixantaine de mille d'écart, si on regarde comme ça, entre 60 et 70 000 d'écart. Donc c'est-à-dire que c'est bien plus réduit que si on regarde par rapport à la distance du but, et on voit que voilà, Bayou aussi est un petit peu devant Lunven. L'écart s'est agrandi de 40 000 entre les deux, mais tout simplement parce que Bayou est plus au sud que Lunven, parce que dans la réalité, il y a 2-3 000 d'écart en... Oui, voilà, vous voyez, hein, il doit y avoir 2-3 000 d'écart seulement entre les deux, donc ils sont toujours assez proches au final. Boris Herrmann, Justine Métro sont en train de s'échapper dans le groupe de poursuite. Boris Herrmann qui a fait 413 000 parcours sur les 24 dernières heures. Justine Métro 396 000 avec Teamwork Team Snef. Pour l'instant, elle va vite. Un mois de mer pour Justine Métro. Et surtout, Clarisse Kremer
elle a dépassé Samantha Davis, mais vous voyez, avec des vitesses moindres hein, pour ces deux bateaux. Clarisse Kremer qui a 40 000 de moins que Justine Métraux, mais encore une fois, les voiles perdues se coûtent très cher à un moment du côté de Clarisse Kremer. Et Samantha Davis, bah oui, je pense qu'elle a assez raté en termes de trajectoire. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de petites jibes parce qu'elle essaye de retrouver du vent. Mais je pense qu'elle a, elle a pas pris la bonne trajectoire. Et puis surtout, elle s'est retrouvée en fait engluée dans la molle. Alors que devant, ils ont réussi à s'échapper, à tenir en fait la queue de la dépression un petit peu plus longtemps. Et elles se sont retrouvées dans la molle Davis et Kremer. Donc voilà, c'est comme ça que l'écart est remonté. Un petit peu parce que maintenant Clarisse Kremer a 100 000 de retard sur Boris Herrmann, plus de 100 000 de retard sur Boris Herrmann, et Samantha Davis a maintenant 30 000 de retard sur Clarisse Kremer. Donc ce groupe est en train un petit peu de s'échapper, enfin pas vraiment de s'échapper, mais de se découper ce groupe-là. Et puis on retrouve ensuite Benjamin Dutreux, 377 000, donc c'est pas mal, hein, c'est plus que Samantha Davis, donc ça revient un petit peu de l'arrière aussi. Puis Romain Attanasio et Pip Air et Romain Attanasio qui ont un peu du mal à tenir le rythme de Benjamin Dutreux qui s'isole de nouveau. Là aussi on va regarder ça rapidement sur la carte. Vous voyez Benjamin Dutreux hier 11h. Eh bien, il avait combien de retard, Benjamin Dutreux? Il avait 150 000 d'avance par rapport à Romain Attanasio. Et désormais, eh bien, on a, oui, on n'a plus que... ah non, on a à peu près le même écart. On a à peu près le même écart, on a 160 000, à peu près 160 000, 170 000 entre les deux, donc ça a un peu augmenté quand même du côté de Benjamin Dutreux par rapport au Romain Attanasio, mais pas tant que ça quand même au final, parce que les VMC restent assez proches quand même entre les deux. Ensuite, donc, on retrouve Pip Air, Damien Seguin, bon sur cette voie nord. Il va commencer à se faire rattraper par une zone de molle, normalement un petit peu, Damien Seguin, dans les heures à venir. J'ai pas grand chose à dire sur Damien Seguin aujourd'hui, mais c'est vrai que ça reste un peu décevant quand même sa course. Mais encore une fois, le Maître Coq, qu'il a repris, hein, ce groupe Apicil est un bateau d'ancienne génération, mais c'est vrai qu'il n'arrive pas à suivre hein, le groupe Pip Air, Romain Attanasio. Il a fait quelques erreurs stratégiques dans la zone de molle avant le poteau noir qui lui coûte aussi assez cher. Et puis donc Jean Le Cam, lui, eh bien, une journée pas exceptionnelle en termes de vitesse, 294 000 nautiques, surtout si on compare à Tanguy Le Turquet qui a encore été le plus rapide, quasiment 390 000 de parcouru, mais qui va devoir aller sud hein, normalement pour éviter la grosse dépression. Ça va être le choix de Tanguy Le Turquet. On retrouve ensuite dans donc ce qui permet à Tanguy Le Turquet, il n'y a plus que 150 000 d'écart. Donc il a bien réduit son retard par rapport à Jean Lucas, en sachant que là aussi il y a une différence nord-sud qui est assez forte, qui est assez marquée. On s'aperçoit qu'ensuite on voit Louis Duc et Benjamin Ferret, avec Guirec Soudé aussi, mais je pense qu'il ne faut pas négliger Sébastien Marcet, Violette d'Orange, Conrad Coleman aussi qui avance vite sur les 48 dernières heures. Tiens, si vous voulez en savoir plus sur Conrad Coleman, il y a quelqu'un qui me l'a marqué dans les commentaires, une vidéo de Ocean Social Club, je crois que c'est le nom de la chaîne YouTube. Des vidéos, alors ils font des vidéos tous les 3-4 jours sur le Vendée Globe, des vidéos d'1 heure avec des invités, notamment voilà, avec des anciens participants du Vendée Globe ou des membres des équipes techniques ou même des concepteurs de bateaux ou des concepteurs. Là c'était sur la vidéo que j'ai vue, c'était quelqu'un qui fabriquait des voiles, c'est assez intéressant donc à regarder. Donc si vous avez le temps, c'est beaucoup plus technique que mes vidéos, il faut bien le dire, aussi ça peut être intéressant à suivre en complément si vous voulez un petit peu plus aller en profondeur sur les vidéos. Alors c'est pas voilà tous les jours, c'est je crois le mardi et le vendredi, je crois, au niveau des vidéos, mais c'est une personne dans les commentaires qui me l'a indiqué et c'était une bonne idée de me le mettre dans les commentaires parce que j'avais déjà vu, ils avaient fait le départ de la Dream Cup je crois cette année, j'avais déjà regardé un petit peu leurs vidéos à ce moment là, mais je ne savais pas qu'ils faisaient sur le Vendée Globe en ce moment. Et puis donc on poursuit avec les concurrents. Eric Bellion donc a fait plus de 1000 que Tanguy Le Turquet, donc j'ai dit une petite bêtise, c'est Eric Bellion qui est le plus rapide et qui reste dans le match hein, Eric Bellion. C'est vrai que quand on regarde bien, en fait entre Antoine Cornic, donc 31e pour le moment, et Jean Le Cam,
donc qui est 18e, il y a à peu près 400 000 d'écart. 400 000 d'écart, c'est une journée. Donc, c'est pas grand-chose en écart. C'est pas grand-chose. Et Eric Bellion est à 500 000. Donc, ça reste raisonnable. Cornic est à 600 000. Et même Oliver Air, en soi, peut encore aller chercher techniquement la première place des dériveurs, des bateaux à dérive. Donc, c'est un très très beau match quand même. On retrouve ensuite le match des Gentleman Driver. Je les appelle comme ça, Kojiro Shiraishi, notamment Manuel Cousin, Fabrice Amedeo. Pour l'instant, ce groupe-là est emmené par Manuel Cousin. Donc voilà, dans l'Indien, sur une voie nord. Je pense que Van Winneberg aimerait aller dans une voie un petit peu plus sud, mais c'est compliqué. Il est dans des zones avec un petit peu moins de vent. Et puis Jin Kunshu, lui, il est allé en plein dans la dépression. Un petit peu comme un bourrinos, mais il va directos, donc on va voir comment ça va aller pour Jin Kunshu, qui n'a pas fait de vidéo, donc je ne sais pas s'il a réparé Jin Kunshu, parce que je crois que j'ai pas vu de vidéo de bord de sa journée à Jin Kunshu, mais je vous dirai peut-être ça demain, par exemple pour le concurrent chinois, s'il a réussi à réparer son hydrogénérateur, et puis de Monsalvo Veres, toujours dans anticyclone, donc dans de la molle, donc avec des journées avec 170 000. Donc ça commence vraiment à être compliqué. 6 000 de retard pour lui. Donc ça commence à être très très dur. Les statistiques sur les 24 dernières heures. Alors déjà, record. On en parlait hier, que je vous avais dit. Je pensais que Charlie Dalin avait battu le record entre Bonne Espérance et le Cap Lewin. Eh bien, ça a été validé juste après que je sorte ma vidéo. Donc, il a battu le record de Michel Desjoyaux de 9h10. Donc désormais, le temps de référence entre les deux caps est de 9 jours, 22 heures et 27 minutes. Donc c'est un record qui datait bien de 2008. Donc l'année où Michel Desjoyaux avait réussi à rattraper tout le monde de l'arrière. Je crois me rappeler que dans l'océan Indien, il avait eu des conditions où il avait eu vraiment des conditions presque parfaites en termes de vent, avec une dépression qui l'avait poussé dans tout l'océan Indien, alors que les leaders, eux, s'étaient retrouvés dans une zone avec peu de vent. Et en plus, son bateau était hyper rapide, hein, le Foncia, qui est désormais le bateau de Violette d'Orange. Parce que voilà, ce bateau, c'est celui de Violette d'Orange. Et puis, les temps de passage au Cap Lewin. Donc pour le moment, Charlie Dalin est passé donc en tête en 29 jours, 2 heures. 10 heures après, vous avez Sébastien Simon. Une journée après, Johan Richomme. Et Thomas Ruyant donc, est passé avec une journée et demie de retard sur Charlie Dalin du côté des écarts et du côté des 1000 parcourus en 24 heures. C'est Paul Meillat qui a réalisé la meilleure performance avec 469 000, juste devant Yannick Bestaven et Charlie Dalin. Le bateau était énormément mouillé, le bateau de Paul Meillat. Sur les vidéos, voilà, il a montré une petite vidéo de bord, c'était assez impressionnant au niveau des vagues. Il flanfournait énormément le bateau de Paul Meillat. Biotherme, Charlie Dalin donc 3e, donc quasiment voilà, dans les mêmes vitesses. Il a fait 4 km de moins que Paul Meillat. Autant vous dire c'est pas grand chose. Nicolas Luneven 4e. Alors là c'est un petit peu plus loin pour Nicolas Luneven parce qu'il a fait 40 km de moins que Charlie Dalin. On retrouve ensuite Sam Goodchild, Jérémy Bayou. Johan Richomme, bah lui il a fait 60 km de moins que Charlie Dalin. Donc ce qui commence à faire des écarts. Et puis on retrouve ensuite Boris Herman, Justine Métro et Damien Seguin. 10e de ce classement pour la journée. Et puis ensuite, entre Salboche Verès, donc Charlie Dalin, il y a désormais donc plus de 11 000 km d'écart. Et par rapport au record, ça s'est réduit. Plus que 240 000 milles nautiques de retard pour Charlie Dalin par rapport à Armel Lecléache. Et là, je pense qu'il va faire une belle journée. Charlie Dalin et 445 km d'écart. Donc, c'est pas grand-chose du tout. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je m'excuse pour les petits bruits que vous avez entendus à côté, mais j'ai enregistré un petit peu plus tard. Donc c'était l'heure de donner à manger au chaton. Voilà. Et le chaton était énervé, donc je m'excuse pour les bruits. Mais voilà, on n'est pas dans un studio professionnel. Hein. J'ai pas les moyens de Squeezie. Bon, si vous voulez vous abonner à la chaîne, eh bien, vous pouvez le faire. Et puis, nous, on se retrouve demain, donc un petit peu plus tard, comme je le disais. Demain, on sera plutôt vers une vidéo vers 16h30, 17h. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.